Rudolf Steiner, deuxième partie. Des phénomènes organiques qui précèdent et accompagnent l'initiation. Chapitre 1. Les centres astrales. C'est un principe du véritable occultisme que celui qui s'y consacre le fasse en pleine conscience de la portée et des résultats de cette détermination. Nous préciserons ici certains effets de la discipline occulte sur l'âme. Cette étude est indispensable. Le véritable occultiste ne doit jamais tâtonner dans les ténèbres, et celui qui n'a pas les clartés nécessaires sur les résultats possibles de son travail occulte peut bien devenir un médium, mais non pas un clairvoyant au vrai sens du mot. L'étudiant qui pratique les exercices décrits plus haut provoque certains changements, tout d'abord dans son organisme animique ou corps astral. Ce corps astral est perceptible au clairvoyant. On peut le comparer à un nuage plus ou moins lumineux qui entoure le corps physique. Dans ce corps astral, les instincts, les désirs, les passions, les représentations se manifestent sous une forme visible. Par exemple, le désir sensuel y revêt l'aspect d'émanation lumineuse, d'un rouge sombre et d'une forme déterminée. Une pensée noble et pure s'exprime par une émanation d'un rouge violet. Le concept rigoureux, créé par le penseur logique, apparaît comme une forme jaune, au contour nettement accusé. La pensée confuse et vague, issue d'un cerveau mal discipliné, présente au contraire des contours indécis. Les pensées des hommes obéissant à des partis pris et butés dans une idée étroite sont dessinées avec rigueur et comme figées dans l'immobilité. Au contraire, celles des personnes impressionnables et accessibles aux influences étrangères ont des contours mobiles et changeants. Plus l'âme humaine progresse dans son évolution, et plus aussi le corps astral s'organise régulièrement. Chez les hommes, dont la vie intérieure n'est pas développée, il est confus et inorganique. Mais même dans ces corps astrals inorganisés, le clairvoyant perçoit un système qui tranche nettement sur l'entourage. Ce système s'étend de l'intérieur du crâne jusqu'au milieu du corps physique. Il apparaît comme une sorte de formation indépendante pourvue de certains organes. Ces organes se trouvent par rapport au corps physique, le premier entre les deux yeux, le second dans le voisinage du larynx, le troisième dans la région du cœur, le quatrième près du creux de l'estomac. Enfin, le cinquième et le sixième ont leur siège auprès de l'abdomen. Ils sont appelés en sanskrit les chakrams, roux par l'occultiste, ou bien encore fleurs de lotus. On les nomme ainsi à cause de leur ressemblance avec des roux ou avec des fleurs. Mais il faut bien se rendre compte que ces expressions ne sont qu'approximatives, comme par exemple en anatomie l'appellation d'aile attribuée aux poumons. Ces fleurs de lotus sont chez l'homme non évoluées, colorées, de teinte mate et fixes, tandis que, chez les clairvoyants, elles sont en rotation et nuancées de couleurs brillantes. Chez le médium, elles présentent un aspect analogue, mais pour des causes tout autres que nous ne pouvons expliquer ici. Lorsque l'étudiant commence à pratiquer des exercices occultes, leur premier effet est d'éclairer les fleurs de lotus. Elles ne commencent à tourner que plus tard. Ce n'est qu'à ce moment que la perception s'ouvre, car ces fleurs sont les organes des sens de l'âme humaine. Et leur rotation signifie qu'elles perçoivent les objets suprasensibles. Personne ne saurait contempler les objets suprasensibles avant que ces sens astrales ne soient ainsi évolués.
L'organe qui se trouve dans le voisinage du larynx sert à voir les pensées des autres hommes. Il permet ainsi de jeter un regard profond dans les vraies lois des phénomènes naturels. L'organe qui avoisine le cœur est l'instrument qui sert à connaître les états d'âme des autres hommes. Quiconque l'a développé peut vérifier l'existence de certaines forces profondes chez les animaux ou chez les plantes. Le sens qui réside au creux de l'estomac perçoit les facultés et les talents des hommes. En outre, il découvre le rôle que les animaux, les plantes, les pierres, les métaux, les phénomènes atmosphériques jouent dans l'économie de la nature. L'organe voisin du larynx possède 16 pétales, ou rayons. Celui du cœur 12, celui de l'estomac 10. Un certain nombre de procédés contribuent à accélérer le développement de ces organes. Dans la fleur à 16 pétales, 8 pétales se sont déjà constitués et développés dans un passé lointain. Sans l'intervention de l'homme lui-même, il les a reçus en présent de la nature, alors qu'il était encore dans un état de conscience vague et voisin du rêve. Dans cette étape de l'évolution, ils étaient déjà en activité, mais leur activité était adaptée à cette conscience obscure. Lorsque la conscience humaine s'est éclairée, les pétales se sont obscurcis, et pour ainsi dire flétris, et leur activité a pris fin. Quant aux autres 8 pétales, c'est à l'homme lui-même à les développer par les exercices que l'on sait, et ainsi la fleur tout entière deviendra lumineuse et mobile. Le développement des 16 pétales est lié à l'acquisition de certaines qualités. Mais comme nous l'avons dit, il n'y en a que 8 que l'homme puisse consciemment et directement développer. Les autres 8 entrent en jeu ensuite d'eux-mêmes. Ce développement se passe de la manière suivante. L'homme doit s'appliquer à orienter certaines activités mentales qui échappaient auparavant à son contrôle. Ces activités sont comme les pétales en cause au nombre de 8. Ce sont: premièrement, la manière dont on s'assimile des représentations. Habituellement, l'homme se livre entièrement au hasard dans ce domaine. Il entend ou voit ceci ou cela et édifie ses concepts au hasard de ses perceptions. Aussi longtemps qu'il agit ainsi, la fleur à 16 pétales demeure inerte. Elle n'entre en activité que lorsqu'il prend en main la conduite de son esprit, pour l'orienter dans une direction déterminée. Pour ce but, il doit veiller sur la formation de ces représentations. Chacune d'entre elles doit lui apparaître comme ayant son importance. Il doit y avoir un message précis, touchant le monde extérieur, et il ne doit pas se déclarer satisfait d'une représentation qui n'aurait pas ce caractère. Toute son activité conceptuelle doit tendre à refléter fidèlement le monde extérieur et à bannir de son âme les représentations inexactes. La deuxième qualité à acquérir consiste à contrôler de la même manière ses résolutions. Le disciple ne doit se déterminer, même dans les petites choses, qu'après une délibération fondée sur des raisons sérieuses. Toute action irréfléchie, toute manifestation mal fondée doit être évitée. Il doit peser les motifs de toute chose ou renoncer à tout ce qui ne serait pas justifié par des raisons valables. Le troisième point concerne la parole. Toute parole qui tombe des lèvres du disciple doit avoir un sens et une signification. Rien ne l'écarte autant de sa route que la funeste habitude de parler pour parler. Il doit éviter cette banalité de conversation qui effleure et mêle tous les sujets. Mais il ne doit pas pour cela renoncer au commerce de ses semblables. Car c'est précisément dans ce commerce que se justifie la signification de ses paroles. Il parle et répond à tous, mais il le fait en y pensant et d'une manière réfléchie. Jamais il ne dit quelque chose en l'air,
Il s'applique à ne parler ni trop peu, ni trop peu. En quatrième lieu, il est nécessaire de régler ses actions de manière qu'elles s'harmonisent avec l'ensemble de l'activité environnante. L'étudiant doit renoncer en principe à ce qui peut troubler les autres ou heurter violemment l'ambiance. Lorsqu'un mobile externe le détermine à agir, il doit examiner avec soin les moyens de réaliser de son mieux sa détermination. Lorsqu'il agit de lui-même et spontanément, il pèse et se définit clairement les effets de son action. Le cinquième point consiste dans l'organisation de la vie tout entière. Le disciple essaie de vivre conformément à la nature et aux lois de l'esprit. Il fuit également la précipitation et l'indolence, et garde un juste milieu dans son activité. Il voit dans la vie un champ de travail et se conduit d'après cette conception. Le soin de sa santé et ses habitudes n'ont d'autre objet que de lui assurer une existence harmonieuse. La sixième condition réside dans la conception de l'effort humain. Le disciple éprouve lui-même consciencieusement ses facultés et son pouvoir, et se dirige d'après les données de cette étude. Il ne cherche pas à exécuter ce qui dépasserait ses forces, mais il ne néglige pas non plus rien de ce qu'elles lui permettent d'accomplir. D'autre part, il se fixe des buts qui concordent avec un idéal élevé et avec les devoirs d'un homme. Il ne se contente pas de jouer dans la machine sociale le rôle d'un rouage. Il cherche à comprendre sa fonction et à voir plus haut que la vie de tous les jours. Il s'efforce de s'acquitter de ses obligations toujours mieux, toujours plus parfaitement. Il s'agit en cinquième lieu de profiter toujours mieux des leçons de la vie. Tout ce qui passe devant l'étudiant doit lui être une occasion d'acquérir une expérience qui lui sera précieuse. S'il s'est trompé ou si s'est mal acquitté d'un devoir, il en profitera pour agir dans la suite plus judicieusement et plus parfaitement. C'est dans le même esprit qu'il regardera agir les autres. Il essaiera de s'amasser ainsi un précieux trésor d'expérience. Pour le consulter attentivement à l'avenir, il ne fera rien sans se référer aux expériences qui peuvent lui être d'un secours quelconque dans ses résolutions présentes. Enfin, le huitième point consiste pour l'étudiant à jeter de temps en temps un regard sur sa vie intérieure. Il doit se plonger en lui-même, délibérer en silence, définir et examiner les principes qui dominent son existence. Faire la revue de ses connaissances, peser ses devoirs, en un mot, méditer sur le sens et le but de sa vie. Nous avons déjà parlé de toutes ces choses, mais ici, nous les énumérons pour en définir le rapport avec le développement de la fleur à 16 pétales. La pratique de ces exercices développe en effet, à un haut degré, les facultés de clairvoyance. Rien n'est plus efficace que l'harmonie qui règne entre les pensées et les paroles d'une part et la réalité ambiante d'autre part. La véracité, la sincérité et la loyauté sont des forces constructives. Le mensonge, la fausseté et la déloyauté sont des forces destructrices qui entravent en particulier l'épanouissement de la fleur. Et le disciple doit savoir qu'il ne suffit pas dans ce domaine de la bonne intention. Il s'agit de l'intention réalisée. Si nous pensons ou si nous disons quelque chose de contraire à la vérité objective, nous détruisons, dans une certaine mesure, un des éléments constructeurs de la perception astrale, si excellente que puisse d'ailleurs être notre intention.
Il en est comme de l'enfant qui se brûle, qui touche au feu, alors même qu'il n'agit que par ignorance. La culture des qualités que nous venons de définir permet à la fleur, à ses pétales, de s'épanouir en un rayonnement splendide et de se promouvoir et de se mouvoir d'une façon régulière. Remarquons en passant que la clairvoyance ne prend pas naissance avant que la culture intérieure n'ait atteint un certain degré. Aussi longtemps que c'est un effort pénible d'orienter sa vie dans la direction voulue, et que cette maîtrise de la pensée réclame une attention particulière, l'homme n'est pas mûr pour la perception. C'est seulement lorsque l'on en est arrivé au point de vivre ainsi aussi spontanément que l'homme ordinaire vit suivant ses habitudes innées, que se manifestent les premiers rudiments de la vision astrale. On ne doit pas avoir besoin de se surveiller et de s'aiguillonner constamment pour agir comme il convient. Cette nouvelle manière d'être doit se transformer en habitude. Il existe certaines prescriptions qui permettent de développer d'une autre manière la fleur à 16 pétales. Mais la véritable science occulte les rejette, car elles ont pour conséquence la destruction de la santé physique et la perversion du sens moral. Elles sont plus aisées à suivre que nos indications données plus haut, et dont l'observation est parfois ennuyeuse et pénible, mais celles-ci conduisent sûrement au but et ne peuvent que fortifier l'homme au point de vue moral. Le théosophe remarque que les dispositions requises correspondent à ce que les bouddhistes nomment le sentier octuple. Nous avons voulu ici montrer le rapport précis entre cette discipline et la formation des organes astrales. Si à tout ce que nous avons dit s'ajoute l'observation de certaines règles de méditation que l'instructeur ne peut faire connaître qu'oralement à son disciple, le développement de la fleur à 16 pétales se trouve sensiblement accéléré. Mais ces règles ne sauraient être révélées, hors du cadre d'une école d'occultisme. Malgré cela, il est très précieux pour celui qui ne veut pas ou ne peut pas appartenir à une école occulte, d'orienter son existence dans le sens indiqué. Car l'effet sur le corps astral se produit sûrement, quoique lentement, et quant au disciple lui-même, l'observation de ses préceptes est pour lui indispensable. S'il tentait de s'assimiler des pouvoirs occultes sans se conformer à ces directions, il pénétrerait dans les mondes supérieurs avec des sens imparfaitement évolués. Et, au lieu de percevoir les réalités, il serait le jouet de déceptions et d'illusions fâcheuses. Sans doute, il serait clairvoyant dans un certain sens. Mais au fond, son aveuglement serait plus grand que par le passé. Car auparavant, il avait du moins une base solide dans le monde sensible. Mais à présent que sa vue dépasse le monde sensible, il en arriverait à commettre des erreurs sur la réalité physique elle-même, et cela avant d'avoir acquis l'assurance nécessaire dans les mondes supérieurs. Il en résulterait une impuissance générale à distinguer le vrai du faux et la perte de toute directrice dans l'existence. Et c'est précisément pour cette raison que la patience est nécessaire dans ce domaine. Il faut songer que l'instructeur n'a pas le droit d'aller trop loin dans son enseignement, tant qu'il ne constate pas un ferme vouloir de développer régulièrement les fleurs de lotus. Car il verrait surgir de véritables déformations de ses organes, s'il arrivait à s'épanouir avant d'avoir acquis progressivement et dans le calme la forme qu'ils doivent avoir. Les indications spéciales que donne l'instructeur amènent la maturité de ces formations. Mais la régularité de leur structure ne peut être acquise en dehors des règles générales de l'existence que nous avons énoncées.
Un développement anormal et contrefait d'une fleur de lotus n'a pas seulement pour conséquence les illusions et les erreurs dans les mondes supérieurs, mais encore une absence de toute suite dans la vie ordinaire. Il peut rendre l'étudiant craintif, envieux, vaniteux, égoïste, alors même qu'il n'aurait eu précédemment aucun de ces défauts. Nous avons dit que 8 des pétales de la fleur à 16 pétales avaient déjà évolué dans un passé lointain, et qu'ils se remettaient d'eux-mêmes en mouvement par suite de la discipline occulte. En conséquence, l'éducation du disciple doit viser uniquement les 8 autres pétales. Si cette discipline est pratiquée avec inexactitude, il arrive fréquemment que les pétales antérieurement développés se manifestent seuls et que les autres demeurent dans un état d'atrophie. Ce cas se produit tout particulièrement lorsqu'on ne prend pas assez garde à conserver la logique et le bon sens dans la pensée. Il est excessivement important que l'étudiant soit un homme à la pensée ouverte et claire, et non moins important que cette clarté se reflète dans ses discours. Parmi ceux qui commencent à soupçonner quelque chose des mondes suprasensibles, il en est beaucoup qui bavardent volontiers sur ces sujets. Ils entravent par là leur évolution normale. Moins on parle de ces choses, et mieux cela vaut. Celui-là seul, qui est parvenu à un certain degré de lucidité, devrait en parler. Au début de leur instruction, les étudiants sont étonnés de voir combien leurs maîtres sont peu curieux des récits qu'ils peuvent faire de leur expérience. Le mieux serait certainement pour eux de garder le silence absolu sur ces expériences et de parler uniquement de la difficulté ou de la facilité qu'ils éprouvent à pratiquer les exercices ou à suivre les prescriptions. Car l'instructeur a bien d'autres moyens d'apprécier leur progrès que leurs renseignements. Ces récits que font trop volontiers les élèves ont pour résultat de durcir les 8 pétales qu'il s'agit de développer et qui devraient demeurer essentiellement tendres et flexibles. Un exemple nous fera mieux comprendre. Empruntons le nom à la vie suprasensible, mais pour plus de clarté à la vie ordinaire. Supposons que j'apprenne une nouvelle et que je me forme aussitôt une opinion à son sujet. Si peu de temps après j'apprends sur le même événement des détails qui contredisent la première nouvelle, je me vois forcé de modifier en conséquence le jugement que je m'étais formé. Cette hâte à juger exerce une influence fâcheuse sur ma fleur de lotus à 16 pétales. Il en aurait été tout autrement si j'avais suspendu mon avis et si j'avais fait le silence sur toute cette affaire, intérieurement, en pensée, et extérieurement en parole, jusqu'à ce que je fusse assez sûrement documenté pour édifier un jugement durable. La prudence à se former et à exprimer un jugement devient progressivement une des caractéristiques de l'étudiant. Par contre, il voit s'accroître sa réceptivité à l'égard des impressions et des expériences qu'il laisse passivement défiler devant lui, jusqu'à ce qu'il ait recueilli assez de données pour étayer son jugement. Cette prudence produit dans les pétales de la fleur de lotus des nuances rouge-bleu ou rouge-rose, tandis qu'en cas contraire, on la voit se teinter de tons rouge, sombre ou orange. La formation de la fleur de lotus a 12 pétales dans la région du cœur. S'effectue comme celle de la fleur à 16 pétales. Là aussi, la moitié des pétales étaient en activité lors d'une phase antérieure et de l'évolution humaine. Ils n'ont donc pas besoin d'une culture spéciale de la part de l'étudiant. Ils apparaissent et entrent en rotation spontanément dès l'instant que les 6 autres sont vivifiés. Mais l'homme doit ici encore favoriser leur croissance, en orientant dans un sens précis
certaines activités intérieures. Précisons d'abord un point. C'est que les données fournies par les différents sens astrales varient suivant l'organe qui les transmet. Les perceptions de la fleur à 12 pétales sont tout autres que celles de la fleur à 16 pétales. C'est sous forme de figures que ce dernier organe perçoit les pensées des hommes et les lois des phénomènes naturels. Mais ce ne sont pas des figures immobiles et figées, ce sont des formes remplies de vie. Le clairvoyant qui a vivifié ce sens peut, pour chaque pensée, pour chaque loi, définir et nommer la forme astrale qu'elle revêt. Une pensée de vengeance, par exemple, apparaît comme une formation dentelée, ressemblant à une flèche, tandis qu'une pensée bienveillante s'épanouit comme une fleur. Les pensées précises, riches de sens, produisent des figurations symétriques et régulières. Les concepts confus ont des contours indécis et vagues. Les perceptions de la fleur à 12 pétales ont un caractère tout différent. On peut les définir d'une manière approximative en disant qu'elles produisent sur l'âme une sensation équivalente à celle du chaud ou du froid. Sensation qui lui vient des figures enregistrées par la fleur à 16 pétales. Imaginons un clairvoyant qui ne posséderait parmi ces deux organes que la fleur à 16 pétales. Il perçoit une pensée bienveillante unique sous la forme décrite plus haut. Mais celui qui a évolué les deux organes ressent en plus cette émanation que l'on peut qualifier de chaleur animique. Remarquons en passant que dans une discipline occulte, on ne développe jamais ces deux sens l'un sans l'autre, de sorte que l'exemple que nous venons de prendre est tout à fait exceptionnel et seulement destiné à nous faire mieux comprendre. Par l'épanouissement de la fleur à 12 pétales, le clairvoyant acquiert une vision profonde de l'essence des phénomènes naturels. Tout ce qui est en voie de croissance et d'évolution dégage pour lui de la chaleur animique. Tout ce qui se flétrit, dépérit et meurt agit sur son âme comme un courant froid. Voici comment l'on développe ce sens. La première des choses à faire est de régler le cours de ses pensées. Cette qualité s'appelle le contrôle de la pensée. De même que la fleur à 16 pétales réclame des pensées sérieuses et pleines du sens de la réalité, de même la fleur à 12 pétales est influencée par le contrôle intérieur de l'association des idées. Des pensées vagabondes qui se suivent en vertu d'associations purement hasardeuses et non pour des raisons logiques déforment la structure de cet organe. Une suite normale des pensées exempte de toute rencontre fortuite est, au contraire, le meilleur moyen de le développer. Quand le disciple entend exprimer des pensées erronées, il doit se représenter immédiatement ce que serait la forme logique de cette même pensée. Il ne doit pas devenir insensible au point de se soustraire à des fréquentations de gens illogiques, dans l'intention de favoriser son progrès personnel. Il ne doit pas non plus se sentir poussé à corriger immédiatement tout ce qu'il peut y avoir d'illogique dans son entourage. Il s'agit bien plutôt de travailler en soi-même et silencieusement à orienter selon les règles de la logique les pensées qui font invasion dans la conscience et de rendre à conserver toujours et dans toutes les ambiances cette orientation logique. En deuxième lieu, il s'agit d'introduire dans ses actions la même suite raisonnable et d'exercer sur elles le même contrôle. Toute instabilité, tout désaccord dans l'action exerce une influence pernicieuse sur l'organe dont nous parlons. Le disciple sera toujours attentif à régler chacune de ses actions d'après celle qui l'a précédée, de façon que l'ensemble de son activité soit un tout harmonieux et logique. Celui qui agit aujourd'hui d'une manière et demain d'une autre ne pourra jamais utiliser ce sens.
Le troisième point est la culture de la persévérance. Le disciple ne se laissera jamais détourner par aucune influence de la ligne qu'il s'est fixée, aussi longtemps qu'il la considérera comme juste, et les obstacles le stimuleront au lieu de l'entraver. La quatrième qualité à développer est la patience, ou la tolérance, à l'égard des êtres et des choses. Le disciple réprimera toute critique superflue vis-à-vis de l'imperfection ou du mal. Il cherchera plutôt à comprendre tout ce qui l'approche. De même que le soleil luit pour le méchant, de même la sympathie compréhensible du disciple s'exerce sur toute chose. S'il se trouve en présence du mal, il ne se laisse pas aller aussitôt à le condamner, mais cherche à le tourner en bien dans la mesure de ses forces. Quant aux opinions différentes de la sienne, il ne s'en tient pas à son propre point de vue pour les considérer, mais s'efforce plutôt de s'assimiler l'état d'âme d'autrui. La cinquième qualité est l'absence de prévention envers les choses de la vie. On l'appelle parfois foi ou confiance dans la vie. Le disciple aborde chaque homme, chaque être vivant avec cette confiance spontanée, et il en fait dépendre ses actions. Il ne se dit jamais, lorsqu'on lui apprend quelque chose, « Je ne saurais le croire, car cela contredit mes opinions antérieures ». Il est au contraire toujours prêt à réviser et à réformer, au besoin de sa propre opinion d'après les avis d'autrui. Il est dans un état de réceptivité vis-à-vis de tout ce qui se présente à lui. Il a foi dans l'efficacité de ses entreprises. L'appréhension et le doute sont bannis de son caractère. S'il a une intention, il croit que cette intention est une force. Les échecs, si nombreux soient-ils, ne sauraient lui retirer cette croyance. C'est là la foi qui soulève les montagnes. La sixième qualité est l'acquisition de l'équilibre mental. Le disciple s'efforce de conserver son égalité d'humeur dans la peine comme dans la joie. Il évite de passer de l'abattement sombre à la joie immodérée. Le malheur et le danger le trouvent armé et serein comme le bonheur et la prospérité. Les lecteurs théosophiques connaissent ce que nous venons de décrire sous le nom des 6 attributs mentaux que doit développer le candidat à l'initiation. Nous n'avons voulu ici qu'établir leur lien avec la croissance d'un des organes astrales. L'instructeur peut communiquer à son élève des prescriptions spéciales qui hâtent l'épanouissement de ce sens. Mais ici encore, sa structure normale dépend de l'acquisition des qualités énoncées plus haut. Si l'on néglige leur culture, on aboutit à une véritable déformation, et bien que la clairvoyance puisse apparaître de la sorte, l'évolution tourne en mal et non en bien. L'homme peut devenir tout particulièrement intolérant, craintif, antipathique à son entourage. Il peut ressentir les impressions des autres hommes et de ce fait les haïr ou les fuir. Il peut en venir, à cause du froid que lui inspirent des opinions contraires à la sienne, à ne plus pouvoir les entendre ou à prendre à leur égard une attitude hostile. La culture que nécessite le développement de la fleur de lotus à 10 pétales est d'un caractère particulièrement délicat. Il s'agit d'arriver à maîtriser et à contrôler les impressions des sens elles-mêmes. Ce contrôle sera indispensable dans les débuts de la clairvoyance, afin d'éviter une source d'erreurs innombrables et le règne de l'arbitraire dans le domaine spirituel. L'homme ne se rend généralement pas compte exact des influences qui déterminent ses caprices et ses souvenirs. Prenons par exemple le cas suivant. Quelqu'un voyage en chemin de fer et est absorbé par une pensée. Subitement, sa pensée prend une autre direction. Il se souvient d'une chose qui lui est arrivée des années auparavant,
et amalgame ce souvenir avec ses pensées présentes. Il n'a pas remarqué qu'en regardant par la portière, ses yeux sont tombés sur une personne qui ressemblait à l'un des acteurs mêlés à l'événement, ancien, subitement revenu à sa mémoire. Il n'a point conscience de ce qu'il a vu, mais seulement des conséquences de cette impression fortuite. Il croit ainsi que ce souvenir lui est sans raison revenu à l'esprit. Que de choses arrivent ainsi dans la vie, que de fois les souvenirs de nos expériences et de nos lectures jouent un rôle sans que nous puissions retrouver le lien qui les unit à nous. Il arrive par exemple que quelqu'un ne peut supporter une certaine couleur, mais il ignore complètement qu'il en est ainsi parce que le précepteur qui l'a tourmenté quelques années auparavant portait un habit de cette couleur. D'innombrables illusions reposent sur des associations de ce genre. D'innombrables perceptions s'impriment dans l'âme sans être incorporées à la conscience. Par exemple, le cas suivant peut se produire. Quelqu'un lit dans le journal la nouvelle de la mort d'une personnalité connue, et il prétend avec assurance qu'il a prévu la veille cette mort. Bien qu'il n'ait rien vu ni entendu qui puisse lui donner une pareille idée, et il a raison, comme de soi-même la pensée lui est en effet venue la veille que cette personne ne tarderait pas à mourir. Mais il n'a pas pris garde à un fait. Quelques heures avant que la pensée lui vînt brusquement, il s'est trouvé en visite chez un ami. Un journal était jeté sur la table, et inconsciemment, ses yeux sont tombés sur la nouvelle que cette personnalité était gravement malade. Cette impression est restée chez lui tout à fait inconsciente, mais elle a déterminé son pressentiment. Lorsque l'on songe à ces choses, on peut mesurer quelle source abondante d'illusions et de fantaisies elle représente. Cette source doit se tarir pour celui qui veut développer la fleur à 10 pétales. Par cette fleur, on pénètre profondément dans l'homme et dans les autres êtres pour percevoir leurs qualités cachées. Mais il ne faut accorder crédit à ces perceptions que si l'on s'est complètement libéré des sources d'illusions précitées. Pour cet objet, il est nécessaire d'acquérir la maîtrise et le contrôle des impressions qui nous viennent des mondes extérieurs. Il faut en arriver au point de pouvoir à son gré repousser des sensations auxquelles on ne veut pas donner accès. On ne peut obtenir ce contrôle que peu à peu grâce à l'intensité de la vie intérieure. Il faut tenir la main à ce que seuls les objets sur lesquels nous dirigeons notre attention aient le pouvoir de nous impressionner. Et il faut savoir nous soustraire aux impressions que nous ne recherchons pas de notre plein gré. Il ne faut voir que ce que l'on veut voir et les choses sur lesquelles nous ne croyons pas devoir diriger notre attention doivent en réalité ne pas exister pour nous. Plus le travail intérieur de l'âme est énergique et vivant, et plus il sera possible de conquérir ses pouvoirs. Le disciple doit éviter cette flânerie où l'esprit vide de pensée s'abandonne, au hasard aux sensations de la vue et de l'ouïe. Pour qu'une réalité existe pour lui, il faut que son œil ou son oreille s'applique volontairement à la voir. Au milieu du plus grand calme, il doit rester insensible à tout ce qu'il ne veut pas entendre et fermer son œil aux objets qu'il ne regarde pas intentionnellement. Vis-à-vis de toutes les perceptions inconscientes, il doit en quelque sorte cuirasser son âme. Le cours de ses pensées lui-même doit être dans ce sens l'objet de ses soins. Pour s'exercer, il se propose une pensée et il essaie de ne penser ensuite qu'aux conséquences logiques qu'il tirera librement de cette première pensée. Il écarte ce qu'on appelle l'inspiration du hasard. Si à une pensée il se trouve tenté d'en relier une autre, il recherchera soigneusement d'où lui est venue cette seconde pensée. Il va encore plus loin. Quand par exemple il ressent une certaine antipathie vis-à-vis de quelque chose, il la combat et cherche à établir vis-à-vis de cette chose un rapport conscient. De la sorte, il entrera dans sa vie intérieure toujours moins d'éléments inconscients. Et ce n'est que par cette rigoureuse observation de soi-même que la fleur à 10 pétales acquiert la forme définitive qu'elle doit avoir. La vie de l'âme doit être une vie dominée par l'attention et les choses auxquelles nous ne voulons
et ne devons pas être attentifs, doivent demeurer éloignés de nous. Lorsqu'à cette discipline s'ajoute une méditation conforme aux prescriptions de l'instructeur, on voit mûrir d'une manière normale la fleur du lotus voisine de l'estomac. Et les objets du monde astral dans les sens précédents ne percevaient que la forme et la chaleur auparavant. Maintenant lumineux et coloré. Ainsi se dévoilent par exemple les talents et les facultés des hommes, les forces et les attributs occultes de la nature. L'aura colorée des êtres vivants devient visible. Toutes les choses qui nous entourent nous révèlent leurs qualités animiques. On reconnaîtra que précisément dans cette phase de l'évolution, la plus grande attention est nécessaire, car le jeu des souvenirs inconscients est ici particulièrement actif. S'il n'en était pas ainsi, beaucoup d'hommes posséderaient le sens en question, car il surgit presque immédiatement aussitôt que l'homme contrôle véritablement les impressions de ses sens, au point de les soumettre entièrement à son attention. Ce sens astral ne demeure inerte aussi longtemps que parce que la vivacité des sensations physiques l'assourdit et l'atrophie. Le développement de la fleur à 6 pétales, située au milieu du corps, est beaucoup plus malaisé, car il réclame la maîtrise de l'être humain tout entier par la soi-conscience et l'harmonisation parfaite du corps, de l'âme et de l'esprit. Les échanges de l'organisme physique Les échanges de l'organisme physique, les inclinations et les passions de l'âme, les pensées et les idées de l'esprit, tout cela doit constituer un ensemble parfaitement harmonieux. Le corps doit être suffisamment purifié et ennobli pour que ses organes n'obéissent à d'autres instincts que ceux qui favorisent l'évolution de l'âme et de l'esprit. L'âme ne doit pas se laisser inciter par le corps aux désirs et aux passions qui contredisent la pensée pure et noble. Mais de son côté, l'esprit ne doit pas vouloir imposer à l'âme des devoirs et des lois comme un maître à son esclave. Ces devoirs et ces lois, l'âme doit s'y conformer librement et par une inclination naturelle. Le devoir ne doit pas être pour l'étudiant un dogme auquel il obéit contre son gré, mais bien une règle qu'il pratique parce qu'il l'aime. Ce qu'il doit acquérir, c'est une âme libre maintenue dans un juste équilibre entre la sensualité et la spiritualité. Il doit en arriver à pouvoir se laisser aller librement à sa sensualité parce qu'elle est suffisamment purifiée pour avoir perdu le pouvoir de l'abaisser. Il ne doit plus avoir besoin de dompter ses passions. Parce que celles-ci s'orientent d'elles-mêmes vers le bien. Aussi longtemps que l'homme éprouve la nécessité de se mortifier, il ne saurait dépasser un certain degré dans le progrès occulte pour l'occultisme. Une vertu qu'il faut se forcer à pratiquer et sans valeur.
Aussi longtemps que l'on a un désir passionnel de nature basse, il trouble le progrès occulte alors même que l'on s'efforce de le repousser, et il importe peu que ce désir appartienne au corps ou à l'âme. Si par exemple quelqu'un évite intentionnellement une jouissance déterminée dans un but de purification, cette privation ne lui est utile que si son corps ne souffre pas. Car si l'on souffre, cela prouve que le corps désire cette jouissance, et la privation perd alors toute valeur. Dans ce cas, il peut arriver que l'homme doit renoncer momentanément au but poursuivi et attendre que des conditions plus favorables dans ses dispositions sensuelles se présentent, ce qui n'arrivera peut-être que dans une autre incarnation. C'est dans certains cas un effort plus méritoire de savoir renoncer que de s'obstiner inutilement. Ce renoncement profite davantage à l'évolution que l'attitude contraire. L'épanouissement de la fleur à 6 pétales permet de s'entretenir avec des êtres qui appartiennent au monde supérieur, à condition toutefois qu'ils se manifestent dans l'astral. Mais dans les écoles occultes, on ne donne aucune instruction relative au développement de cet organe, avant que le disciple n'ait fait les premiers pas dans une région de l'univers plus haute encore, où il devra élever son esprit. Cette pénétration dans le monde spirituel, proprement dit, accompagne régulièrement la culture des fleurs de lotus. Sinon, le disciple serait sujet à l'erreur et à l'incertitude. Il apprendrait sans doute à voir, mais il lui manquerait la faculté d'apprécier judicieusement ce qu'il voit. À vrai dire, la possession des qualités nécessaires à l'épanouissement de cet organe constitue déjà une garantie sérieuse contre l'erreur et l'instabilité, car il n'est pas facile d'entraîner dans l'erreur celui qui a réalisé la parfaite harmonie du corps, de l'âme et de l'esprit. Cependant, il faut que plus que cette garantie pour que l'homme arrive à percevoir des êtres humains et indépendants qui appartiennent à un monde si profondément différent de celui de la perception physique. Pour acquérir dans cette région la sûreté voulue, il ne suffit pas de développer les fleurs de lotus. Il faut avoir à sa disposition tout un organisme qui les dépasse en perfection. Deuxième partie, les centres astrales, chapitre 1, Rudolf Steiner.